Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Scène de désolation dans la banlieue d'Oklahoma City après le passage d'une tornade qui a fait au moins 24 morts, dont 9 enfants. Les recherches se poursuivent et c'est toute l'Amérique qui est saisie d'une immense émotion après les témoignages d'élèves rescapés et le récit d'enseignants héroïques qui ont permis à des parents de retrouver leurs enfants sains et saufs. Les détails dans ce journal. Que peut-on attendre concrètement du sommet européen qui se tiendra demain à Bruxelles autour des questions énergétiques? Eh bien, pas grand-chose. Si l'on en croit les industriels de ce secteur qui dénoncent l'échec de l'Europe de l'énergie. Ils sont nombreux en Italie, en Espagne et en France, à l'instar du patron de GDF Suez. Gérard Mestrallet a tiré la sonnette d'alarme. Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Patronat et syndicats se retrouvent demain à Matignon pour fixer le cadre de la deuxième conférence sociale du quinquennat. Au menu, la mère de toutes les réformes, celle qui fait trembler les gouvernements, est mobilisée dans les rues. Il s'agit de la réforme des retraites. Les changements sont à venir, mais lesquels? C'est le grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Quelle explication faut-il donner au geste de l'essayiste d'extrême droite Dominique Vénère? Ce dernier s'est donné la mort avec une arme à feu en plein après-midi dans l'un des lieux les plus touristiques de la capitale, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Front National y voit un geste éminemment politique de la part de ce fervent opposant au mariage pour tous, qui a signé aujourd'hui même un billet sur son blog dénonçant, je cite, « cette loi infâme ». Le ministre de l'Intérieur, qui s'est immédiatement rendu sur place, évoque le geste d'un homme désespéré sans faire de lien avec le débat public. On écoute Manuel Valls. Au moment de cet acte, de ce suicide, celui d'un homme désespéré, il y avait 1500 personnes dans la cathédrale Notre-Dame. Ces personnes ont été évacuées très rapidement, mais j'imagine aussi le choc de ces personnes, de ces fidèles, de ces touristes. Et j'ajoute que pour le moment, les autorités policières n'ont pas précisé les motifs de ce suicide. Aucun lien n'est donc fait à cette heure-ci avec l'opposition de cet historien d'extrême droite au mariage pour tous. Le mariage pour tous, justement, qui divise la droite depuis la promulgation de la loi. Eh bien, c'est un concert dissonant que joue l'UMP sur ce thème, avec ceux qui veulent abroger la loi en cas d'alternance en 2017, comme l'un des fondateurs de la droite forte, il s'agit de Guillaume Pelletier, et ceux qui rétorquent, comme le député UMP Franck Riester, que c'est mentir aux Français, ou bien ceux, mi-figue, mi-raisin, comme François Fillon, qui pose la question d'une réécriture de la loi. Bref, tout cela tombe mal en pleine campagne pour les primaires UMP. À Paris, on voit tout cela avec Nathalie Guillouard et Tam Tranui. Une chose est certaine, Jean-François Copé participera dimanche à la manif pour tous. Cette ultime participation du président de l'UMP masque mal les divergences qui agitent la droite sur l'avenir qu'elle entend donner à la loi sur le mariage pour tous. Au Sénat, si l'on ne parle pas d'abrogation, on évoque la réécriture de la loi. Ça sera réexaminé parce qu'il y a tous les aspects de l'adoption, etc., qui posent problème, surtout quand on voit ce qui pourrait se profiler à l'horizon. Écoutez, si on revient au pouvoir, je pense qu'il y aura sûrement un référendum d'initiative partagée sur le sujet. Donc le problème se posera dans ces termes-là. Il faudra la réexaminer, mais je pense qu'il faudra la réexaminer au vu de ce qu'aura donné son application. Certains sont moins tranchés sur le sujet, car même si Jean-Claude Lenoir a voté contre le texte du gouvernement, il lui paraît difficile aujourd'hui de revenir sur cette loi. Je ne vois pas comment on pourrait s'asseoir sur une loi qui a été votée par une majorité, nous étions dans la minorité, et qui a été validée par le Conseil constitutionnel. En attendant, ces différentes approches ont déjà donné une incidence directe sur les primaires UMP à Paris. S'étant abstenue lors du vote au Parlement, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait hier l'objet de critiques de la part de Guillaume Pelletier, le leader de la droite forte, qui a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir NKM désignée candidate de l'UMP. Et justement, la réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas tardé. Écoutez sa réaction aux propos de Guillaume Pelletier. Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt. Pelletier, c'est pas un Parisien, c'est pas même un Francilien. On s'interroge d'ailleurs sur sa légitimité à porter un discours sur ce sujet-là. Mais derrière tout ça, il y a des gens qui voudraient prouver que la droitisation
et l'alliance avec le Front National à terme sont indispensables. Et dans l'actualité aujourd'hui, cette question. Que savait exactement le gouvernement du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac? C'est précisément ce que tente d'établir la commission d'enquête parlementaire. Premier auditionné ce matin, Edu Plenel et Fabrice Arfi de Mediapart. Et le nom du ministre de l'économie Pierre Moscovici est revenu très souvent tout au long de cette journée. Le compte-rendu des auditions, c'est avec Joachim Rob. Regardez. Ils sont ceux par qui le scandale est arrivé. Edu Plenel et Fabrice Arfi de Mediapart, premiers auditionnés par la commission d'enquête parlementaire, ils ont regretté que Pierre Moscovici n'ait pas suffisamment vérifié leurs révélations sur la fraude fiscale de l'ancien ministre du Budget. Je ne veux pas dire que M. Moscovici a été forcément complice d'une manœuvre voulant absolument cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Pour Fabrice Arfi, le ministre de l'économie n'est pas le seul fautif. Je crois que les pouvoirs publics et les administrations, l'État, connaissaient en détail l'affaire Cahuzac. Comment se fait-il que sur la foi des mêmes informations, Bercy obtienne une réponse selon laquelle M. Cahuzac n'a pas de compte en Suisse et le parquet de Paris obtient la réponse « oui, il y a un compte en Suisse ». Dans l'après-midi, le vieil adversaire politique de Jérôme Cahuzac, Michel Gonel, qui détenait l'enregistrement où l'ancien ministre évoque son compte en Suisse, a dû s'expliquer. Il affirme avoir prévenu le fisc dès 2001. En tout, une trentaine d'auditions sont prévues, dont celle de Pierre Moscovici, Manuel Valls et Christiane Taubira. Jérôme Cahuzac sera lui aussi convoqué dans quelques semaines. Alors qu'un sommet européen tentera demain à Bruxelles d'apporter des réponses à l'évasion fiscale, la France affiche sa fermeté. Les Français qui veulent rapatrier leurs avoirs à l'étranger peuvent négocier avec Bercy, mais ils n'échapperont pas aux pénalités que le ministre du Budget entend rendre beaucoup plus sévères. Les détails avec Louis Sibyl. Gare aux fraudeurs. À la veille d'un Conseil européen consacré entre autres à la fraude et l'évasion fiscale, le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, se veut ferme. Ni amnistie, ni cellule de régularisation. Dans la foulée de l'affaire Cahuzac, le gouvernement veut muscler son jeu contre la fraude. Au Sénat, la majorité le soutient. Faut-il avoir un dispositif qui soit suffisamment attractif avec la carotte ou bien faut-il chercher le bâton? Je pense que moi, aujourd'hui, on ne peut pas éviter la sanction parce que si on a fraudé, si on est en infraction, si on est dans la délinquance fiscale, il faut qu'il y ait de la sanction. Donc moi, je ne suis pas pour la cellule de dégrisement. Cette cellule lancée par Eric Woerth en 2009 devait inciter le retour des fraudeurs. Elle leur garantissait un premier contact anonyme, l'absence de poursuite et même une certaine bienveillance dans le calcul des pénalités à régler. Elle aurait permis à l'État d'encaisser 1,2 milliard d'euros. Mais pour certains, la priorité reste de diminuer la fiscalité. L'évasion fiscale, il n'y a qu'une seule politique, c'est de redonner une pression fiscale modérée. Il y a 10 points de plus en prélèvement obligatoire que nos voisins allemands. Ce n'est pas compétitif, ça casse la croissance, ça casse l'emploi, c'est destructeur. Derrière le discours de fermeté affiché, le gouvernement le sait, il faudra aussi négocier. Car sans mesure incitative, le pari est risqué, un pari estimé à 60 milliards d'euros. Et tout de suite, dans le 22h, la chronique économique de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors nous allons évoquer ensemble l'un des thèmes qui sera au cœur du sommet européen demain à Bruxelles. Il s'agit de la politique énergétique de l'Europe, ou devrais-je dire, Jean-Louis, son absence de politique comme le dénoncent les industriels de ce secteur. C'est exactement ce point. On ne peut pas dire que la politique européenne de l'énergie soit un échec puisqu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pourtant, l'énergie était à la base de la construction européenne. Rappelez-vous, la CECA, avant même l'existence même du marché commun, c'est-à-dire le charbon, Euratom, l'énergie atomique, ce sont des organisations qui avaient pour but de promouvoir, de régulariser. Et puis progressivement, c'est tombé en désuétude. C'est devenu la prérogative des États nationaux. On voit bien la France nucléaire, l'Allemagne surtout centrée sur le charbon d'abord et maintenant de plus en plus sur le gaz. L'Allemagne qui récemment a pris une décision tout à fait unilatérale d'arrêter le nucléaire en 2020, la Pologne sur le charbon, les Pays-Bas sur leurs ressources naturelles, le gaz. Donc on est de plus en plus sur des prérogatives nationales, des choix nationaux et sur des questions qui portent sur des milliards d'euros. Autrement dit, vous ne pouvez pas harmoniser, régulariser ces choses
choses-là de manière assez rapide, car ça s'amortit sur des dizaines d'années. Et en plus, ça va de plus en plus se compliquer. Vous voyez, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que signale M. Mestralet dans son entretien publié par le quotidien Le Monde, tous les pays subventionnent l'énergie renouvelable, parce que la Commission européenne et puis tout le monde veut de l'énergie renouvelable. Seulement, ça met une pagaille monstre dans l'ensemble de la filière énergétique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la consommation d'électricité baisse en Europe. Comme il y a de l'énergie subventionnée qui monte d'un certain côté, il faut fermer des capacités de production, notamment dans le gaz, dont souffrent un certain nombre d'énergéticiens européens. Enfin, il y a un aspect qui est la mondialisation qui complique encore plus le problème du fait que l'Europe n'a pas de politique énergétique. C'est l'affaire du gaz de schiste américain. Les Américains se lancent à fond sur le gaz de schiste. À partir de là, ils exportent leur charbon à bas prix, notamment sur l'Europe. L'Europe achète ce charbon et les centrales à charbon, alors qu'on dit qu'on va baisser le CO2, fonctionnent à plein, notamment les centrales allemandes. Et en plus, les Américains ont de l'énergie bon marché, ce qui favorise leur compétitivité au détriment de l'industrie européenne. Donc on est dans un nœud de contradiction qui fait qu'on peut parler effectivement d'échec. Et Jean-Louis, il sera aussi question demain à Bruxelles de la lutte contre l'évasion fiscale. On l'a vu dans notre sujet. Un sommet, deux gros dossiers. Vraiment, les 27 auront le temps d'aborder en profondeur ces deux grands thèmes? Non, en fait, l'énergie va passer à l'as. Alors au départ, je vous signale, ça devait être un sommet consacré à l'énergie. Et puis justement, avec tout ce que nous venons de dire à l'instant, ça paraît comme tellement compliqué qu'on a trouvé en fait la question de l'évasion fiscale pour faire un substitut. Et donc l'énergie ne sera abordée, je dirais, qu'à l'occasion du déjeuner. Donc, alors, ce qui complique encore plus les affaires, c'est toujours cette affaire de gaz de schiste. Parce que comme la grande question européenne, c'est sa compétitivité, on voit la Commission européenne dire ça serait quand même pas mal qu'on explore des énergies non conventionnelles. Les Allemands aussi, qui pourtant ont fermé le nucléaire pour des raisons écologiques, disent ah, le gaz de schiste, c'est pas si mal. Donc, vous voyez que les Français, face à ça, disent attendez, on va quand même pas mettre sur la table du déjeuner cette affaire de gaz de schiste parce que chez moi, ça va me compliquer mes affaires. Et ça va leur couper l'appétit peut-être. Ça va peut-être couper l'appétit et ça risque de couper la majorité aussi en France. Et donc, à partir de là, vous avez encore des nouvelles contradictions et de la difficulté pour l'Europe d'harmoniser sa position sur cette affaire centrale qui est la question de l'énergie. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. On aura l'occasion de parler de cette politique ou de cette non-politique demain avec vous et avec notre club d'éditorialistes. Merci à vous. Dans l'actualité à présent, la loi sur la refondation de l'école qui arrive en débat au Sénat. Le texte du ministre de l'Éducation nationale a déjà été adopté par les députés, mais la partie s'annonce beaucoup plus délicate à la Chambre haute avec des sénateurs communistes bien décidés à faire entendre leur voix. Ce soir, Vincent Payon appelle au rassemblement. On voit tout cela avec Sophie Normand. Le résultat du scrutin dépendra surtout du groupe communiste. Le PS n'a pas la majorité à lui seul au Sénat. Il lui faut donc les voix des autres groupes de gauche. Modification de l'article qui concerne le socle commun, inscription du tous capable dans le texte ou encore coopération État-région sur les formations des enseignants. La majorité des amendements déposés par les communistes a été adoptée en commission. Pourtant, rien n'assure qu'ils voteront pour le projet de loi. Nous savons que le gouvernement a déposé des amendements qui contredisent les nôtres, mais que dans le même temps, la Commission a rejeté ceux du gouvernement et a gardé les nôtres. Donc on verra quel va être le chemin que vont prendre ces amendements et nous déciderons à la fin du texte. Côté UMP, les sénateurs disent réserver leur position à l'avancement de certains amendements. Mais en l'état, non, ils ne voteront pas le projet de loi sur la refondation de l'école. La plupart des amendements qu'ils ont déposés en commission ont été rejetés les uns après les autres. Pourtant, les points d'amélioration du texte qu'ils jugent incomplets ne manquent pas. Je ne vois pas grand-chose concernant le second cycle, alors que c'est tout de même un élément également important. Il mobilise, c'est vrai, des moyens importants, mais il ne les porte pas sur le moment essentiel qui nous semble être la fin de la maternelle, le début du primaire, pour que les enfants aient véritablement acquis de bonnes bases. Il nous paraît consacrer par contre trop de temps au seul problème de l'accès des élèves en maternelle dès l'âge de 2 ans. S'ils se défendent de toute posture idéologique sur ce thème de l'éducation, les sénateurs de droite comme les communistes batailleront en séance publique. Les radicaux de gauche, eux, devraient voter pour le texte.
Patronat et syndicats se retrouvent demain à Matignon pour fixer le cadre de la deuxième conférence sociale du quinquennat. Au menu, la mère de toutes les réformes, celle qui fait trembler les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, et qui mobilise dans les rues. Il s'agit bien sûr de la réforme des retraites. Les changements sont à venir, mais lesquels? On en parle avec nos invités. C'est juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Cécile Sixou. 24 morts, dont 9 enfants, des centaines de blessés et le chaos à Moore, dans l'Oklahoma. Le bilan est lourd après le passage hier d'une puissante tornade. Barack Obama a promis la solidarité du pays aux victimes. À tous ceux qui ont été touchés, nous savons que le chemin sera long pour vous. Dans certains cas, il faudra surmonter un énorme chagrin. Mais vous ne serez pas seul. Les secours s'activent toujours pour trouver d'éventuelles personnes prisonnières des décombres. Tout s'est passé dans la plus grande discrétion. Abdelaziz Bouteflika a quitté aujourd'hui l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, où il était soigné depuis 3 semaines suite à un AVC. Le président algérien aurait rejoint un autre établissement parisien où il serait en convalescence. Depuis son hospitalisation, de nombreuses rumeurs ont couru sur son état de santé. Rumeurs entretenues par les autorités algériennes qui ont finalement démenti hier. Son pronostic vital ne serait pas engagé selon elle. Épaulé par des proches, costume sombre, Jacques Servier a pris place cet après-midi sur les bancs des prévenus. Au tribunal de Nanterre, le fondateur des laboratoires pharmaceutiques comparé dans le procès Mediator pour tromperie aggravée. C'est enfin arrivé, parce qu'on désespérait, moi je désespérais. Et puis espérant que ça ne va pas être reporté, et aussi qu'on aura gain de cause. Et qui reconnaissent enfin qui a rendu malade beaucoup de personnes. Affaibli, Jacques Servier a quitté le tribunal au bout de 2 heures. Déjà reporté il y a 1 an, la tenue du procès reste incertaine car une instruction parallèle est en cours à Paris. Le tribunal de Nanterre décidera mercredi si oui ou non le procès continue. 30 000 € d'amende et l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 5 ans. La sanction est tombée pour Jean-Pierre Cucheda. L'ancien député socialiste du Pas-de-Calais a été condamné pour abus de biens sociaux. Il a utilisé à des fins personnelles la carte bleue d'un bailleur social qu'il présidait. L'ancien maire de Liévin compte faire appel. On ne sait toujours pas si Carlo Ancelotti, l'entraîneur du PSG, quittera le club pour le Real Madrid l'année prochaine. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que David Beckham, lui, ne sera plus parisien la saison prochaine. Et pour Georges d'Agoravox, ce n'est pas à cause de son âge qu'il rend son tablier, mais bien parce que travailler en France coûte trop cher. Avis de tempête économique et bourrasque de mauvais chiffres sur le front de l'emploi, c'est dans ce contexte tendu que l'exécutif doit mener des réformes sensibles. Jean-Marc Ayrault reçoit demain patronat et syndicats pour en parler. Et parmi ces réformes, il y en a une érigée au rang de mère de toutes les batailles par l'Elysée. Il s'agit de la réforme des retraites. La réalité nous a rattrapés avec un déficit record de plus de 20 milliards d'euros d'ici à 2020. Les changements sont donc à venir, mais lesquels? Pour quelles réformes? Ambitieuses? Courageuses? Eh bien, on en parle avec nos invités. Je vous les présente avec plaisir. Jean Arthuis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ancien ministre de l'économie, sénateur centriste UDI. Avec nous également, Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, porte-parole du PS et sénatrice de l'Oise. Éric Aubin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Retraite de la CGT, merci d'être avec nous. Et Charles Becbédé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, secrétaire national de l'UMP et membre du conseil exécutif du MEDEF. Alors, messieurs, madame, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut une réforme courageuse et pas un énième cautère sur une jambe de bois, Jean Arthuis? Oui. 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 On a sans Et plus encore. cesse reporté cette réforme. Et oui, enfin, lorsqu'on a amorcé la réforme, on ne peut pas dire que la gauche ait manifesté un enthousiasme particulier. Non, Elle contestait le diagnostic et tout pouvait continuer ainsi au risque de nous retrouver avec des déficits annuels de l'ordre de 40 à 50 milliards.
Mais d'ailleurs, Laurence Rossignol, François Hollande a déjà dit que ce ne sera pas la dernière réforme des retraites de ces prochaines années. Il l'a dit lors de sa conférence de presse. Sur ce thème des retraites, on a l'impression qu'on vit une réforme permanente, en réalité. C'est le cas? C'est le cas. On vit depuis maintenant... Par manque de courage politique, alors? Je ne sais pas ce que c'est que le courage politique. Enfin, j'entends depuis plusieurs années dire effectivement que le courage politique consisterait à réduire le nombre de bénéficiaires du système d'assurance vieillesse, des retraites. C'est pas ça le courage politique. Le courage politique, c'est d'équilibrer durablement notre régime de retraite. Et est-ce que c'est une réforme permanente? D'un certain point de vue, tant que le chômage sera une donnée permanente de nos sociétés, la question de l'équilibre du régime de retraite sera posée et aggravée par le déséquilibre démographique. Mais on ne pourra peut-être pas être ce qu'est le courage, mais demain, il y a la conférence de consensus qui se tient. Et dans cette conférence de consensus qui va préparer la conférence sociale du mois de juin, il y a plusieurs sujets à l'ordre du jour. Celui des retraites, celui des conditions de travail, et les deux sujets me paraissent être éminemment liés. Bien sûr, on va en parler. Éric Aubin, justement, puisqu'on parle de cette conférence de méthode. Demain, chacun, patronat et syndicats, et surtout syndicats, a planté ses banderilles comme autant de lignes rouges à ne pas dépasser. Alors pour les syndicats, c'est pas touche à l'âge légal de départ, pas touche à la durée de cotisation, pas touche à la désindexation. C'est un dialogue social ou un dialogue de sourds dans ces conditions? Écoutez, depuis 1993, on a eu effectivement environ 4 réformes des retraites. Et vous le disiez tout de suite, les déficits ne vont pas se régler puisque d'ores et déjà on dit que les mesures qui seront prises, de toute façon, il faudra revenir dessus dans quelques années. Donc je crois qu'on a véritablement besoin d'une vraie réforme et d'une réforme des recettes du financement de la protection sociale et notamment des retraites. Là, on est depuis 1993 sur des modifications de l'âge. Or, on sait pertinemment qu'effectivement la situation de l'emploi, si on reste à 10% de chômage, on sait pertinemment qu'on va avoir des gros problèmes pour financer nos régimes de retraite. Donc il faut avoir des mesures qui à la fois facilitent la création d'emplois, c'est ce que propose la CGT avec la mise en place d'une modulation des cotisations sociales de façon à prendre en compte les politiques menées de salaire et d'emploi dans les entreprises et de sortir de cette mécanique qui consiste à exonérer toujours plus les entreprises, ce qui coûte 30 milliards à l'État chaque année et ce qui creuse le déficit du budget. Alors la réponse d'un entrepreneur, justement. Alors juste, j'aimerais quand même rappeler que la réforme de 2010 était quand même assez bien construite, sauf qu'elle était basée sur des hypothèses qui ont fait l'objet aussi de consensus entre droite-gauche à l'époque et entre les partenaires sociaux, qui se sont avérées fausses, hélas, parce qu'il y a une crise que nous traversons. Il y avait 2 hypothèses. Il y a la productivité, qui en fait est moindre que estimée à l'époque. Et puis, il y a un chômage qui est évidemment beaucoup plus élevé. 20 milliards d'euros d'ici à 2020. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait une réforme. Oui. Alors, on pourrait faire la mère de toutes les réformes. Et les propositions de M. Aubin, qu'en pensez-vous? Même faire un modèle économétrique, mathématique, où on dirait, en fonction de l'espérance de vie de chacun, en fusionnant tous les régimes de retraite, puisqu'il y en a 35 différents, rien du tout. On pourrait imaginer qu'à ce moment-là, on en déduise la durée de cotisation et puis l'âge de départ à la retraite à taux réduit, puis à taux plein. On pourrait. Simplement, c'est pas politiquement vendable. Donc il faut le faire par petits pas. Je comprends ce qu'essaye de faire le gouvernement et puis les partenaires sociaux dont je fais partie. Et donc maintenant, il faut trouver quelque chose qui soit acceptable et on ne pourra pas. Mais clairement, en 2020, il faudra sans doute refaire une réforme. François Hollande a dit dès lors que l'on vit plus longtemps, on devra travailler un peu plus longtemps. On s'oriente, semble-t-il, vers un allongement de la durée de cotisation. Est-ce que vous jugez que cette option est la plus juste? Ce qui est étonnant dans ce que dit François Hollande, il dit on vit beaucoup plus longtemps. Il faudra travailler un peu plus longtemps. Ce discours-là me paraît un peu démagogique. On ne veut pas faire peur. Un peu démagogique. Bon, c'est très bien de ne pas faire peur. Mais ce qui fait vraiment peur aux Français aujourd'hui, c'est l'ampleur des déficits publics. Et chacun se demande comment on va pouvoir juguler ce déficit. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Qui les raconte? Tout le monde. Sur ce plateau. Tout le monde. Tout le monde. Alors c'est vrai que ce qui conditionne l'équilibre des régimes de retraite, c'est le niveau de l'emploi. C'est sûr que s'il n'y avait pas de chômage, il y aurait beaucoup plus de cotisations. Mais alors, il faut prendre des décisions de réforme tendant à alléger le coût du travail. L'INSEE vient de publier, sans ambiguïté, des données qui font apparaître que les marges des entreprises n'ont jamais été aussi faibles. La Commission européenne vient de publier... C'est quand même pas rien. Vient de publier des indications qui disent très clairement que parmi les 17 pays de la zone euro, c'est en France
que les marges sont les plus faibles. Et donc, il faut arrêter d'imaginer qu'on va financer les retraites c'est l'aggravation par des déficits un qui fait alourdissement peur des aux Français. cotisations. Est-ce que c'est l'aggravation des déficits? On ne propose pas un alourdissement des cotisations. Nous, on propose une modulation des cotisations de façon à traiter différemment les entreprises selon qu'elles soient petites ou grandes. Qui crée l'emploi aujourd'hui? Ce sont les TPE et les PME. Et je comprends que le MEDEF et l'UMP refusent de parler de cette proposition-là parce qu'elle dérange les groupes, les grandes entreprises qui, avec peu de personnel, dégagent des profits considérables. Des entreprises du CAC 40 telles Total, c'est des milliards de bénéfices chaque année. Elles doivent financer plus la protection sociale. Mais c'est pas opposé. C'est constater la différence. Mais bien sûr. Mais nous, on constate, souvent les petites entreprises, voire les PME, sont sous-traitantes des grands groupes et subissent la politique des groupes. Ça, il faut le prendre en compte. On va dans laisser le la parole financement à ceux qui de vont la mener protection cette sociale. réforme, les socialistes. Oui, Laurence Et Rossignol. parler plus fort, je ne sais pas faire. Donc on va parler chacun notre tour. Je ne pense pas que ce soit les déficits publics qui angoissent le plus les Français. Ce qui angoisse les Français, c'est de ne pas avoir une retraite qui leur permette de vivre. C'est de passer par une zone entre la fin de l'activité professionnelle et le début de l'âge de la retraite, qui soit une zone de chômage très longue et très pénible pour les gens qui ont entre 50 et 55 ans. Et jusqu'à quel âge, au fur et à mesure qu'on allongera la durée de cotisation, ça inquiète les Français. Et un autre sujet qui inquiète les Français, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était démagogique, je crois, de dire les Français, les gens vivent plus longtemps et donc il va falloir qu'ils cotisent un peu plus longtemps. Fort heureusement, personne ne pense qu'il va falloir travailler aussi longtemps qu'on vivra vieux. Mais ce qui me trouble, non, mais justement, c'est très bien que ce ne soit pas proportionnel, fort heureusement, parce que la santé n'est pas la même et tout le monde ne vit pas aussi longtemps selon l'activité professionnelle qu'on a exercée et la catégorie à laquelle on a appartenu. Ce qui me frappe le plus, c'est moi, si j'étais chef d'entreprise, si j'étais comme vous représentant du MEDEF et de l'UMP, ce qui fait beaucoup, moi, nous on n'a pas l'habitude de faire ça, on est soit dans un syndicat, soit dans un parti de gauche. On est rarement les deux casquettes à la fois, il y a une indépendance entre les deux, mais qui va pas. Bien sûr, mais donc, non, mais au moins c'est plus clair. Au moins c'est plus clair. Mais moi, il y a une chose qui m'intéresserait beaucoup à votre place, c'est de savoir pourquoi les gens ont tant envie de partir à la retraite, alors qu'ils ne sont pas tous en mauvaise santé, voire même ils ont une période de bonne santé entre 62 et puis un âge plus avancé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le travail est devenu si pénible, si désagréable, si harcelant, que les gens n'y sont tellement pas heureux qu'ils veulent en partir? Parce que normalement, il y a le s'ils travail étaient heureux au travail, il y a aussi ceux qui sont au chômage. Oui, non, mais il y a les deux. C'est pas les mêmes. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est un problème de formation professionnelle. Et d'ailleurs, je suis heureux que dans la conférence sociale, on va peut-être mettre sur la table une réforme importante sur la formation professionnelle, parce qu'il y a un vrai problème. Et donc, il y a des mutations extraordinaires qui affectent notre industrie, nos services, les activités industrielles. Et donc, il faut pouvoir se former aux nouveaux métiers qui émergent. Et donc, c'est ça le vrai sujet. Sinon, vous ne pouvez pas faire 40 ans dans la même mono-activité. Ni à l'UMP ni au BDF. C'est tous les rapports sur le harcèlement et la souffrance au travail. Et il faut lier, à mon sens, la grande réactivité des Français et des salariés à la question de l'âge de la retraite et cette inquiétude que ça leur procure, en effet, de penser qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, à tout ce que l'on sait aujourd'hui sur la souffrance au travail. Mais il n'est pas normal qu'on souffre au travail. Il y a aussi dans l'air une possible, Charles Baudouin, il y a dans l'air une possible extension de la désindexation des pensions par rapport à l'inflation. On rappelle que cette désindexation a été adoptée par les partenaires sociaux pour les retraites complémentaires privées. Et donc le gouvernement entend en profiter pour l'étendre. Jean Arthuis, est-ce que c'est une bonne idée? C'est donc les retraités qui vont contribuer. C'est une des orientations possibles. Mais moi, je crois que la vraie réforme consiste à mettre les Français à parité devant la retraite. Et donc nous devrions, malheureusement, la transition est relativement longue. Mais j'espère qu'un jour, la politique sortira de la tyrannie du court terme. Ça consiste à instituer un régime de retraite à points, de telle sorte que, quel que soit le travail, dans la fonction publique ou dans le privé. Expliquez en un mot, ça consiste en fait à créer une sorte de compte avec des points qui vont se cumuler. On crée un compte pour chaque Français et en fonction du revenu, il y a des points qui s'accumulent. Et à un certain moment, compte tenu de l'espérance de vie qu'on peut avoir selon le métier qu'on a exercé, on peut faire un choix. Partir peut-être plus jeune en retraite en sachant qu'on aura une pension moins élevé, ou alors... Comme si le salarié avait le choix. Ou alors... le salarié n'a jamais le choix. Non, mais
Et mais on, oui, mais nous on avons, fusionne, je lis Monsieur le sénateur, et on fusionne aussi les 35 régimes. C'est-à-dire que c'est ça, à l'occasion de la mise en œuvre. Tendre vers un régime unitaire, un système notionnel que d'autres pays appliquent. Je pense à la Suède, qui marche très mal. Je pense à l'Italie. Et ceci serait une contribution à l'égalité des Français devant la retraite. Alors, je vais laisser la parole à Éric Bois, mais puisque vous en parlez, il y a des sujets sensibles et même explosifs qui seront peut-être intégrés à cette réforme à venir. Il s'agit des régimes spéciaux de retraite, un sujet qui avait paralysé, souvenez-vous, la France en 1995 et fait reculer le ministre Alain Juppé qui souhaitait les réformer. Il y a aujourd'hui 15 régimes spéciaux, dont ceux par exemple de la SNCF, des clercs de notaire, oui, des clercs de notaire, et des sénateurs, Monsieur Arthuis, Madame Rossignol, on en parle, c'est l'enquête de Jérôme Rabier. J'aurais pu faire usage de mes... 3 régimes spéciaux pour 3 situations bien différentes. Chacun à leur façon, agents de la SNCF, employés et clercs de notaire et enfin sénateurs bénéficient d'un régime de retraite dit spécial. À la SNCF, plus de 155 000 agents et 284 000 retraités bénéficient toujours de conditions favorables. Alors que la pension de retraite dans le privé est calculée sur les 25 meilleures années, seuls les 6 derniers mois sont pris en compte à la SNCF comme dans l'ensemble de la fonction publique. Mais c'est surtout l'âge de départ à la retraite qui passera à 52 ans en 2017 pour les conducteurs de train et à 57 ans pour les autres agents qui fait figure d'avantage. En contrepartie, peu d'agents partent avec des retraites à taux plein, les jeunes retraités subissant le plus souvent une décote faute d'avoir un nombre d'annuités suffisant. Les clercs de notaire et employés d'études notariales ont aussi un régime hérité d'avant la Seconde Guerre mondiale. Leurs pensions sont calculées sur les 10 meilleures années, un avantage à relativiser car les cotisations salariales, mais surtout patronales, sont bien plus élevées que pour les salariés du régime général. Leur caisse de retraite est ainsi en bonne santé et ne coûte rien aux contribuables. Nous enregistrons un excédent de 32 millions d'euros cette année, en 2012, et qui fait suite à un excédent d'une vingtaine de millions d'euros l'année précédente. Et en 2012, le régime, qui ne perçoit, je le rappelle, aucune subvention d'aucune forme de l'État, a contribué aux compensations démographiques en interrégime à hauteur de plus de 50 millions d'euros, ce qui, au regard de ces dépenses qui sont de l'ordre de 1,2 milliard, est une somme pas tout à fait négligeable sur une seule année. Les sénateurs ont eux aussi un régime de retraite particulier, bien que réformé en 2011. Fini la double cotisation qui permettait de toucher une retraite à taux plein après seulement 23 années de mandat. Ils doivent désormais cotiser à un régime complémentaire qui est exactement du même montant que leur cotisation retraite. Une retraite qui s'élève en moyenne à 4 382 € par mois. Héritée de 1945, la caisse des retraites des anciens sénateurs est ainsi créditrice de 1,4 milliard d'euros. Un magot qui permet d'assurer la pérennité du système pour de très nombreuses années. Les régimes sociaux, un sujet sensible, explosif. La droite s'y est cassé les dents. Laurence Rossignol, Éric Aubin, il faut y toucher, c'est le moment. Écoutez, conférence sociale, tout sera sur la table, aucun sujet sera laissé de côté. C'est la différence entre la méthode d'hier et la méthode d'aujourd'hui. Mais je ne répondrai pas moi à votre question. Vous avez bien un avis sur la question. Les partenaires sociaux vont discuter de l'ensemble du système de retraite. Vous leur refilez la patate chaude. Ah, je leur refile pas la patate chaude parce que c'est pas aux politiques de se substituer aux partenaires sociaux. Et c'est pas aux politiques de dire avant. Cette période-là, on l'a connue avant, l'injonction au Lucas avant les conférences sociales. C'est pas notre méthode et je ne considère pas a priori que tout le monde en est toujours au même point de discussion. Les discussions ont eu lieu il y a 2 ans, elles ont eu lieu en 95, aujourd'hui elles auront lieu, les syndicats diront, parce que c'est une affaire entre les syndicats et les entreprises publiques. Et vous dites qu'il faut rétablir plus de justice et d'égalité, c'est le moment. Mais c'est pas ça la justice et l'égalité. La justice et l'égalité, c'est pas d'aligner vers le bas. La justice et l'égalité, c'est tout autre chose. Non, mais justement, c'est pas de l'égalité. Il y a des faux débats qui sont. Pas d'égalité, non. Alors, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites sont très clairs de ce point de vue. Le niveau du taux de remplacement, c'est-à-dire le salaire du niveau de pension par rapport au dernier salaire qu'on a eu quand on était en activité, il est le même autour de 74-75%, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais permettez-moi de revenir. Un agent de la SNCF peut partir à la retraite à 57 ans. C'était 55 ans avant la réforme des régimes spéciaux. Et puis pour les agents de conduite, c'est 52 ans au lieu de 50. Donc il y a une petite différence avec le privé, je peux vous dire. Attendez, ça c'est un sujet tabou, il ne faut pas y toucher. Non, c'est pas un sujet tabou, mais il y a des sujets bien plus importants. Vous parliez tout à l'heure de la durée de cotisation. Moi, je voudrais dire, parce que c'est une piste qui semble être privilégiée par le gouvernement, je voudrais dire que la première des conséquences, c'est une baisse du niveau des pensions. Parce que plus on durcit les droits pour avoir le taux plein, moins on a de salariés qui bénéficient de ce plein des droits, et donc on leur applique des décotes, qui fait que la pension baisse.
Or, le niveau moyen des pensions aujourd'hui, il est de 1245 Et euros. la piste, c'est que le gouvernement 879 euros pour les femmes. pourrait faire passer donc l'annuité de 41,5 à 44 d'ici à 2035. Et ce sera une baisse du niveau des pensions. Non, je ne confirme pas que le gouvernement va faire passer la durée de cotisation à 44. À combien alors? C'est une très mauvaise solution. Je confirme que la durée de cotisation sera sur la table de la discussion qui se tiendra tout au cours de l'été. Il faudra bien l'augmenter. C'est pas un scoop, Et je je le prends le savais. pari que ça ne finira pas à 44. Il faudra l'augmenter quand même. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, et d'ailleurs c'est ce que nous défendons. Il y a d'autres solutions qui visent à toucher aux ressources. On a plus de retraités Les ressources, qui ça veut vivent, dire quoi? Les cotisations. qui vivent plus longtemps. Il faut trouver des mécanismes qui, d'abord, favorisent l'emploi pour faire rentrer des cotisations. C'est l'objet de la modulation que nous proposons. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la question des revenus financiers des entreprises. Favoriser l'emploi par des cotisations sociales, permettez-moi de vous dire que c'est une façon d'organiser la délocalisation de l'emploi. Non, vous voyez aujourd'hui des chantiers dans la France entière qui sont occupés par des travailleurs qui viennent de Pologne ou Oui, les travailleurs d'Espagne, détachés, je peux vous sous en forme parler. de prestations de services internationales. Il va quand même être temps de se demander si notre système de financement de la protection sociale est encore adapté. Non, il va être temps de faire respecter les règles, parce que les trois quarts de ces salariés-là sont dans l'illégalité. Et je peux vous le dire, parce que je connais très bien le secteur de la construction, notamment du bâtiment. On en a pratiquement plusieurs centaines de milliers. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Effectivement, ça pose problème pour le financement de la protection sociale. Je ne comprends pas chez M. Arthuis et chez les libéraux, qui est de dire qu'il faut à la fois protéger le système de retraite, le rendre pérennement financé, et en même temps alléger l'ensemble des cotisations sociales. Comment vous financez ensuite la protection sociale si vous supprimez le salaire différé qui sont les cotisations d'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui on parle des retraites, mais je suis sûr qu'on fera une discussion sur l'assurance maladie, vous direz la même chose. Allez, la réponse de Jean Arthuis, et puis on élargit un peu et enfin, à l'aspect politique. L'égalité, c'est pas traiter tout le monde Madame, pareil. c'est très Une bonne réforme des retraites, elle prend en compte la pénibilité du travail. Certes. Et voilà, Mais l'âge j'attends auquel les qu'on gens ont trouve commencé à textes travailler. appropriés. C'est un élément de discours qui sont parfaits. La rhétorique est parfaite. Et j'y souscris. Puisque vous avez posé une question, je voudrais y répondre. Nous avons un système de financement de la protection sociale, de la politique familiale et d'une très large partie de la politique de santé qui est fondée par des cotisations assises sur les salaires. Ça veut dire que ce sont des impôts de production. Ce sont pas des impôts, des cotisations sociales différentes. Ça ne change rien, madame. Ça change Arrêtons de nous raconter des histoires. Taxer la Arthuis, production à l'heure de la mondialisation, c'est organiser méthodiquement la délocalisation des emplois et des salaires. Donc vous êtes pour une réforme fiscale et pour la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG pour financer la protection sociale. Non, madame, je suis pour un impôt. Je suis pour un impôt qui taxe les produits, d'où qu'ils viennent, de l'étranger, ou qu'ils soient issus du travail français. On vous a compris. On ne va pas aller plus loin dans le détail. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, je voulais vous demander, selon vous, pour qui elle est faite cette réforme? Est-ce qu'elle est faite pour les marchés, pour rassurer le gendarme de Bruxelles? On rappelle qu'on a une contrepartie, c'est peut-être la contrepartie du délai de 2 ans, ou est-ce qu'elle est faite pour nos enfants, un peu? Bien sûr, j'allais le dire, c'est pour rétablir l'équilibre intergénérationnel. Quel scandale! Quel scandale! Imaginez que quand une des branches de la sécurité sociale est en déficit, ça veut dire quoi? Elles sont toutes en déficit quasiment, sauf les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mais donc ça veut dire qu'on emprunte pour financer le déficit. Et donc, ce sont nos enfants qui vont payer, rembourser cette dette et payer les intérêts. Donc, c'est un scandale. En soi, ça devrait être interdit, d'ailleurs. Éric Aubin, vous voyez que vos pistes sont un petit peu moins privilégiées que l'allongement de la durée de cotisation. Est-ce que c'est un sujet de mobilisation syndicale? Est-ce que vous promettez une rentrée sociale chaude? Écoutez, une rentrée, je crois qu'il va falloir se mobiliser très rapidement, puisque le calendrier qui a été annoncé par François Hollande à la conférence de presse cette semaine, c'est une concertation qui pourrait durer le mois de juillet et un projet de loi qui viendra en septembre. D'ailleurs, je constate qu'ils ne sont pas d'accord, tout le monde n'est pas d'accord sur le calendrier, puisque Jean-Marc Ayrault nous avait dit que ça pouvait aller jusqu'au mois de décembre. Donc on ne comprend pas trop, mais on aura certainement les explications. On aura les explications demain, je pense, à la conférence de méthode. Mais donc nous, on appelle les salariés dès maintenant à effectivement mesurer les enjeux de cette réforme des retraites et à faire en sorte que les propositions qui seront sur la table seront effectivement en faveur des salariés, parce que le niveau de pension qui est servi ne permet plus de vivre dignement. On a un appauvrissement de cette population retraitée. C'est 16 millions de personnes et ça a forcément un impact sur l'économie. Parce que 16 millions de personnes à qui on baisse le pouvoir d'achat, c'est moins de consommation, moins de croissance et moins d'emplois. Alors l'aspect politique, Laurence Rossignol, vous vous souvenez, il y a moins de 3 ans, manifestation monstre, débat parlementaire épique et réforme votée dans la douleur, vous en savez quelque chose. Est-ce que vous êtes prête à endurer ce que vous avez fait endurer à la droite au pouvoir ?
Mais on n'est pas du tout, c'est pas notre intention du tout. C'est une autre méthode qu'on propose. Moi, je ne fais pas comme vous. Je ne préjuge pas du fait que la conférence sociale va échouer et que sur la question des retraites, ça va se terminer comme en 95 ou comme il y a 3 ans. Je crois à la négociation. Tout risque de mobilisation dans la rue, si je comprends bien. De toute façon, la mobilisation n'est pas un risque. La mobilisation est une donnée du débat démocratique. Donc, je ne la regarde pas comme étant une menace. En revanche, je préférerais, comme tout le gouvernement, mais comme aussi les organisations syndicales et sans doute aussi les organisations professionnelles, qu'au cours de la conférence sociale, nous avancions vers une réforme des retraites qui soit acceptée et portée aussi par les organisations syndicales. Il faut créer les conditions pour un grand débat public sur cette question-là. Sur le climat social, il y a un peu de résignation et peut-être de la compréhension, en tous les cas, de la part des Français. Certains se disent, eh bien, c'est un mal nécessaire, cette réforme, et c'est un chemin étroit, escarpé, mais elle peut passer sans gros dégâts sociaux, cette réforme. Je pense qu'il faudrait arrêter cette espèce de guerre civile qui fait que lorsqu'un gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, et qu'il fait des propositions lucide et courageuse, déclenche immédiatement des protestations de rue. Moi, si le gouvernement fait des propositions courageuses, Madame Rossignol, je n'irai pas manifester dans la rue. Donc vous voterez cette réforme dès lors que c'est l'intérêt de la France et de la communauté française, je voterai la réforme. Nous devons tous ensemble faire preuve de lucidité et de courage et arrêter ces invectives, ces protestations, ces manifestations qui encombrent les rues. Mais c'est quoi le courage, monsieur Arthuis? Eh bien, le courage, c'est dire aux salariés, vous allez toucher 10% de moins de retraite. Le courage, c'est d'être lucide, monsieur. Je vois chaque mois progresser de 30 000, 40 000 le nombre des chômeurs. Ceci est scandaleux, ceci est insupportable. Donc nous devons ensemble trouver les moyens de rétablir la compétitivité. La France est en danger, menacée de décrochement. Et donc arrêtons de nous raconter des histoires. Vous n'irez donc pas manifester à l'appel d'un certain nombre d'organisations contre le mariage pour tous, de l'UMP et toutes ces organisations, parce que vous pensez que... Non, madame, parce que je suis parlementaire et que mon lieu d'expression, c'est le Parlement. La formation politique de votre voisine, elle va les manifester. Parce que mon lieu d'expression, madame, c'est le Parlement. On parlait de la manifestation. Madame, mon lieu d'expression, c'est le Parlement. Et je trouve que ça n'est pas la place des parlementaires que de manifester dans la rue. En tout cas, est-ce qu'on peut préciser que ce sera, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point, ce sera, si elle aboutit, la première réforme d'un gouvernement socialiste ou plutôt social-démocrate après 3 réformes de droite, Balladur en 93, Fillon en 2003 et Éric Woerth, c'était en 2010. Ce sera donc une première. Oui. La droite n'assumera pas seule l'impopularité de cette réforme. Ce sera la première et on espère qu'elle ne sera pas dans la même ligne que les précédentes, parce que les précédentes finalement ont coûté excessivement cher aux retraités et aux salariés. On espère que sous un gouvernement de gauche, on aura une réforme qui prend en compte effectivement ce que les organisations syndicales portent, à savoir une amélioration du niveau de retraite, et c'est tout à fait possible. Enfin, prenons les aides qui sont faites aux entreprises chaque année, c'est près de 200 milliards. 30 milliards d'exonération de cotisations sociales. Est-ce qu'on peut pas remettre ça à plat? Oui, mais on arrive à la fin de ce débat. Ces aides, 10 milliards d'économies on peut faire. De manière complémentaire, moi j'espère que nous aurons une réforme des retraites qui sera faite sous les auspices d'un dialogue social fructueux et qu'effectivement, ça ne se finira pas dans la rue et dans la confrontation. Et pour terminer, Charles Goudet. Ce qui sera très important pour qu'il y ait un bon débat, puisque là je suis d'accord avec vous, il faut un débat, c'est que le rapport, comme ici ce soir, rapport de Yannick Moreau soit un bon rapport début juin, et puis que les scénarios du corps soient vraiment crédibles et que tous les paramètres soient sur la table pour que les partenaires sociaux, puis ensuite le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc Jean Arthuis, le mot de la fin, réforme courageuse, ambitieuse, oui, vous y croyez? Lucide, courageuse, ambitieuse, je crois que nous n'avons pas le choix. On verra tout ça, on en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission politique Preuve par 3. Invité, c'est le ministre Benoît Hamon. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir, bien sûr.
Benoît Hamon, ministre en charge de la consommation, de l'économie sociale et solidaire, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat en partenariat avec Dailymotion. Dailymotion, vous connaissez bien maintenant à Bercy, n'est-ce pas, Benoît Hamon, et avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Karine Perret, et Perrine Tarnot, bien sûr, de Public Sénat, nous rejoindra à la fin de l'émission. Vous êtes un parmi 7. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre place à Bercy, d'abord? Oui. Oui? Oui. Est-ce que vous êtes en manque de chef? Non. Le vôtre, c'est qui? Le président de la République et le Premier ministre. Et entre Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg? Il n'y a pas de compétition. En tout cas, ça ne marche pas ainsi. Moi, j'ai un ministre de tutelle, c'est Pierre Moscovici, avec lequel je travaille sur le projet de loi consommation, sur lequel que j'ai déjà présenté au Conseil des ministres. On va en parler. On a travaillé en très bonne intelligence. Donc, il n'y a pas de problème de hiérarchie, je crois, aujourd'hui à Bercy. Il a pu y avoir en tout cas, du brouillage sur la ligne sur un certain nombre de sujets, mais je ne crois pas qu'il y ait de problème de hiérarchie. Un quart des Français verraient bien Martine Aubry à Bercy. Est-ce que vous en faites partie, Benoît Hamon? Oui, c'est le sondage du journal du dimanche. Mais le président de la République a répondu à cette question. Il n'y a pas d'actualité au remaniement. Alors, bon, en tous les cas, si un remaniement est en réflexion pour Bercy, avec l'éclatement par exemple en deux pôles, vous n'avez pas encore la réponse, c'est clair. En revanche, vous tentez donc d'apporter des réponses aux attentes des consommateurs. Ségolène Royal s'inquiétait il y a quelques jours. Il ne faut pas reculer sur les actions de groupe. C'est un des éléments clés de cette loi que vous évoquez, pour permettre donc aux consommateurs d'obtenir réparation en cas de préjudice commercial. Est-ce que Ségolène Royal a raison de s'inquiéter? Elle a raison, au regard de l'histoire de cette mesure. Elle a été défendue par Jacques Chirac, puis abandonnée sous la pression des lobbies, en gros des grandes entreprises. Pas toutes les entreprises, mais des grandes entreprises. Nicolas Sarkozy l'avait proposée, elle a été abandonnée pour les mêmes raisons. Et ce que Ségolène Royal dit, elle a raison de le dire, c'est qu'il ne faut pas plier devant la pression de ces grandes entreprises qui ne veulent pas quoi ? En clair, que la rente économique qu'elles peuvent avoir accumulée par des pratiques parfois anticoncurrentielles, cette rente économique soit remise en cause et redistribuée sous forme de pouvoir d'achat aux consommateurs. Et cette pression, vous la sentez par exemple aujourd'hui, depuis que vous avez présenté ce texte en Conseil des ministres? Il est incontestable qu'aujourd'hui les entreprises, en tout cas les grandes, s'organisent de telle manière que l'action de groupe aille peut-être pas à son terme, mais il n'y a aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas. Elle sera votée, je l'espère, par le Parlement. Je ne veux pas dire elle sera votée, sachant que je respecte évidemment l'Assemblée nationale, mais elle est soutenue par le groupe socialiste, elle est soutenue par bien au-delà d'ailleurs de la gauche, et il y aura une action de groupe qui sera inscrite dans le droit français dans les semaines à venir, et cette action de groupe, disons-le, elle comblera quoi? Ce qui était une lacune en matière de protection des consommateurs en France. On ne pouvait pas, pour les litiges de consommation du quotidien, on était seul. Désormais, on pourra se regrouper pour obtenir réparation. Derrière les associations qui sont déjà en place. Derrière les associations de consommateurs, mais c'est surtout que pour tous ces litiges du quotidien qui peuvent empoisonner votre vie, vis-à-vis desquels vous étiez seul auparavant, vous aurez, sans avoir à déclencher de procédure vous-même, vous pourrez être représenté et obtenir enfin réparation du préjudice que vous avez subi dans tout le champ de l'économie et des litiges de consommation, ce qui est un champ considérable. Il y a quand même des secteurs qui ne sont pas concernés, et certains disent que ça affaiblit la portée de ce texte. Je pense bien sûr au préjudice en matière d'environnement et de santé. Par exemple, le scandale du Mediator serait exclu d'une action de groupe. Alors pourquoi? Parce que l'action de groupe telle que là on la conçoit, elle va vous permettre d'obtenir réparation du préjudice économique subi. Pour le Mediator, vous n'attendez pas d'être remboursé du montant des cachets des pilules que vous avez consommées. Vous attendez d'obtenir réparation du préjudice en termes de santé, ce qui suppose une expertise individuelle. Ce que le président de la République a dit lors du Conseil des ministres où j'ai présenté ce texte, c'est que s'il doit y avoir élargissement du champ d'application à la santé et à l'environnement, ce doit être après l'examen de ce texte qui se limite au préjudice économique, parce que c'est pas dans le code de la consommation qu'on va pouvoir s'attaquer à l'action de groupe en matière de santé, parce que là, nous sommes dans la réparation du préjudice économique. Pour la santé et l'environnement, il s'agit de la réparation d'un préjudice de santé ou d'un préjudice sur la nature, et c'est un autre type de procédure qu'il faudra créer, mais soyons clairs,
le fait que le champ d'application soit limité à la consommation et aux pratiques anticoncurrentielles ne signifie pas du tout que la santé et l'environnement sont écartés des intentions du gouvernement de légiférer. Au contraire, il y a vocation à ce que ce champ d'application s'élargisse. D'accord. Alors, autre interrogation, est-ce que vous allez instaurer le fichier des Français qui ont des crédits? Parce que ça devait figurer dans votre texte de loi et puis on ne l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État nous a fait des remarques nous disant, tel quel, vous allez ficher 25 millions de personnes, ça concerne à peu près 800 000 personnes en surendettement, c'est disproportionné. Ce que j'ai voulu pour être sûr que l'on crée ce registre national du crédit et éviter que le fameux crédit de trop, c'est reprendre ma copie et saisir formellement le Conseil d'État sur la façon de sécuriser juridiquement ce texte, de façon à ce qu'il ne soit pas ensuite invalidé par le Conseil constitutionnel. Et pardon d'être un peu techno, mais sous forme d'amendement gouvernemental, nous remettrons le registre national du crédit. Ça va revenir donc très vite. Voilà. Par voie parlementaire. Pour être très concret, ça permettra tout simplement aux prêteurs, au moment où ils vous prêtent ou ils s'apprêtent à vous vendre un crédit à la consommation, de vérifier sur un fichier votre solvabilité. Et ce sera surtout une manière pour nous, cette fois-ci, de responsabiliser le prêteur qui pouvait, quand il y avait des dossiers de surendettement, dire eh ben, écoutez, moi j'ai prêté de l'argent à telle ou telle personne, c'est elle qui est responsable, elle avait déclaré de bonne foi qu'elle était solvable, elle ne l'était pas. Là, cette fois-ci, nous éviterons que l'on prête le crédit de trop et nous responsabiliserons cette fois-ci concrètement l'établissement de crédit, l'établissement bancaire, le prêteur. C'est pour ça que les banques sont réticentes. Alors là encore, c'est un lobby face à vous? Ah ça, le lobby bancaire, il existe. Mais oui, elles sont réticentes pour celles qui, dans les faits, ont un fichier privé. Parce qu'à force d'être dominantes sur le marché, elles connaissent à peu près la situation de tous leurs clients. Mais la vertu que moi je revendique à ce registre national du crédit, c'est qu'elle va mettre de la concurrence sur le marché du crédit. Et davantage de concurrence sur le marché du crédit, ce sera des taux qui vont forcément baisser. Et je pense que ça permettra notamment à une partie de la population, je pense aux jeunes ménages, qui n'ont pas forcément accès au crédit à la consommation, d'y avoir accès beaucoup plus facilement que ça n'était le cas aujourd'hui. Donc ça aura des vertus dans la lutte contre le surendettement, mais ça aura des vertus aussi dans le soutien à la consommation et au pouvoir d'achat des ménages, notamment les jeunes ménages. Alors, question pratique, ça ne dépend pas entièrement de vous, Benoît Hamon, mais quand est-ce que l'origine de la viande va-t-elle figurer sur l'emballage des plats préparés? Alors de manière volontaire, il y a un certain nombre d'établissements, en tout cas d'enseignes de la grande distribution, qui veulent de manière volontaire étiqueter viande bovine française, viande porcine française et avancer dans ce domaine-là. Ça a été confirmé aujourd'hui dans une table ronde que j'ai animée avec Guillaume Garot et les professionnels. Cela étant dit, ce que nous souhaiterions, les Français, et nous avions porté ça avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, auprès de la Commission européenne et de nos partenaires européens, c'est que la législation européenne change. On peut sortir par le haut de la crise de la viande de cheval, mais en faisant des progrès. Et l'Union européenne n'a pas tant que ça d'occasion de montrer comment elle peut être très concrètement... Elle s'est saisie du sujet, il lui faut le temps aussi. Mais là, en tout cas, je veux redire qu'elle n'a pas tant que ça d'occasion de montrer comment elle peut être concrètement utile aux consommateurs européens. Là, elle a l'occasion, en faisant quoi? En faisant en sorte que demain, dans votre plat préparé, sur l'emballage, il y ait l'information, dès lors que la viande est un des ingrédients, l'information sur le lieu d'abattage, lieu d'élevage et le lieu de naissance, bref, l'origine de la viande qui rentre en compte dans la préparation de votre plat. Là-dessus, j'observe quoi? C'est qu'au départ, il y a eu une belle mobilisation, parce qu'il y avait vous, qui regardiez ce que la Commission faisait, les journalistes. Et maintenant que votre regard est ailleurs, en raison de l'actualité, j'ai vu, ou je constate, que cette mobilisation a considérablement faibli de la part d'un certain nombre de nos partenaires européens, comme de la part de la Commission européenne. Nous, on ne va pas lâcher la pression. On ne va pas lâcher la pression parce que... vous avez trouvé votre combat européen, là, mais j'ai pas trouvé mon combat européen. C'est pas normal que de la tromperie économique ait existé à échelle qui est aussi grande en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on cherche, on trouve. Et pourquoi on a trouvé en France, pardon? Parce qu'on a cherché. Pourquoi on a moins trouvé ailleurs? Parce que je pense qu'on a moins cherché. Il y a d'autres scandales cachés aujourd'hui? Je pense que cette affaire-là est loin d'être terminée dès lors qu'on maintient un niveau de contrôle qui s'assurera que vous ne mangez pas de cheval à la place de bœuf, que vous ne mangez pas autre chose à la place du mouton, etc. etc. Et donc je dis à la Commission européenne... Il y a encore des scandales cachés. Il ne sait pas qu'il y a des scandales cachés. Il y a des risques de scandales dès lors qu'on maintient un modèle économique qui est celle d'une alimentation low cost, où à force de pousser à la baisse des prix
pour les plats que vous achetez, eh bien vous pouvez craindre que la qualité de l'alimentation qu'il y a dans ces plats-là soit de plus en plus mauvaise. Eh bien moi je ne me résous pas à ce qu'en Europe, une grande partie des classes moyennes et des classes populaires, parce que leur budget alimentation est orienté à la baisse. Alors pour des raisons simples, leur salaire n'augmente pas, leur pension n'augmente pas, les dépenses d'énergie augmentent, les dépenses de téléphonie peuvent augmenter, les dépenses dites incompressibles augmentent. Ce budget alimentation se réduit, donc on achète de moins en moins cher, et au bout du compte, en achetant de moins en moins cher, on mange aussi... On ne sait plus ce qu'on mange. Déjà on ne sait plus. Ce qu'on nous fait manger. Et on mange de la moins bonne qualité. Je ne m'y résous pas, c'est la raison pour laquelle nous ne lâcherons pas la pression, ni en France sur les contrôles, toute l'année 2013, sur la viande et le poisson, je rajoute, et nous maintiendrons la pression aussi sur la Commission européenne et nos partenaires européens. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche? Il y a des députés PS qui se prononcent pour cette mesure. Vous, en tant que ministre des consommateurs, qui serait peut-être désireux j'entends ça. Il y a une conférence sociale. Non, il y a une conférence sociale. Oui. Je souhaite, moi, que les syndicats s'expriment sur ce sujet. J'entends bien l'argument emploi. Oui, mais j'ai une opinion. Une opinion, c'est que je pense qu'en matière de droit du travail, aujourd'hui, il faut faire en sorte que les syndicats puissent donner le là. Et moi, je considère que, à force de rogner sur le droit du travail par tous les côtés, on va finir par remettre en cause un bel édifice. Et je pense que ça doit relever de la négociation entre les partenaires sociaux avant de savoir s'il faut des régimes d'exception un peu partout. D'accord, c'est votre réponse. Donc, ce patron de cette chaîne de magasins qui veut ouvrir ses boutiques le dimanche, c'est votre réponse aussi à une partie des députés PS, hein. Il y a un ordre du jour à la conférence sociale, j'entends bien, mais que la conférence sociale donne son avis, et d'abord les partenaires sociaux sur ce sujet. Benoît Hamon, vous avez sans doute été scandalisé comme nous tous par le drame du Bangladesh. Plus d'1 millier d'ouvriers d'ailleurs, essentiellement des ouvrières ensevelies lors de l'effondrement de ces ateliers de la misère qui fournissent les grandes chaînes de vêtements occidentales. Pareil que sur le même modèle économique que sur la viande. Hein. La viande, ça commence à quoi? Un salarié à 4 € de l'heure, roumain, en Allemagne. Alors c'est pas un salarié au Bangladesh qui est payé quelques centimes d'euros de l'heure. 32 € par mois. Voilà, donc quelques centimes de l'heure. Mais c'est le même modèle économique. Alors, on n'a pas entendu les États là-dessus. En tout cas, nous, on s'est exprimé. Moi, ce que je souhaite, c'est que, au-delà des chartes et des engagements, on revoie ce qui est un modèle économique qui est fondé sur quoi? Sur le fait aujourd'hui que l'on exploite la misère de travailleurs au Bangladesh pour se vêtir, s'habiller les uns les autres à des tarifs où, au bout du compte, le prix quand même auquel vous allez acheter votre t-shirt, votre chemise ou votre pantalon, il est largement plus élevé que ce qui a été le coût de production. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont margé, qui ont réalisé des bénéfices et des intermédiaires, parfois assez colossaux entre-temps. Bien sûr, c'est sur ces points que nous avez envie d'agir, vous pouvez agir? Oui, on peut agir comment? D'abord en demandant des explications aux marques françaises qui sont en aval. Et aux marques européennes, en aval, c'est quoi? C'est celles qui distribuent. Et moi, j'attends de savoir, et d'en savoir un peu plus sur la chaîne de donneurs d'ordre qui amène à ce qu'au bout de ligne, on ait des ateliers qui continue, parce que c'est pas, hélas, un atelier aujourd'hui s'est effondré avec des milliers ou en tout cas plus de 1000 salariés qui sont morts, mais en tout cas, il y a compte des ateliers qui continuent à fonctionner. Eh bien, moi je pense que cette responsabilité du donneur d'ordre initial, celui qui met sur le marché, elle doit être pointée, et j'attends que les marques françaises vous leur demandez prennent des engagements. D'accord, des engagements, même s'il faut dire que le textile a permis à bien des États, dont le Bangladesh, de sortir partiellement de la misère. C'est aussi un facteur positif, mais et il y a la contrepartie, évidemment. Mais attendez, il y a plein d'autres manières de sortir de la misère que celle-là. Si l'argument, c'est de dire ces gens-là sont quand même beaucoup plus heureux avec quelques centimes d'euros qu'ils ne l'étaient avant, alors qu'ils vont le payer de leur vie, moi, c'est pas la perspective qu'il faut, en tout cas, que je soutiens. Ce qu'il faut soutenir aujourd'hui, c'est le fait que ces pratiques, qui sont des pratiques de dumping social, qui se fondent sur la misère des gens et l'exploitation de la sueur et de la santé de ces gens, cessent. Donc voilà, pression sur les donneurs d'ordre occidentaux. Non, parce que c'est facile de parler de la responsabilité sociétale, environnementale ou sociale des entreprises, où on voit de beaux affichages sur la RSE, et derrière, il y a ces pratiques-là. La RSE, c'est pas le fait de faire travailler des gens comme celle-là. Parce que sinon, ça s'appelle du social washing, comme on dit, c'est-à-dire qu'on on fait une belle lessiveuse, on fait une belle communication, une belle politique marketing, mais moi je retiens qu'il y a aujourd'hui des ateliers qui continuent à fonctionner au Bangladesh.
Bangladesh Donc, et dans beaucoup d'autres pays. Pression sur les passeurs d'ordre et puis mobilisation des consommateurs. Alors il faut également par exemple saluer l'action de l'association Éthique sur l'étiquette. Voilà. En termes d'étiquette, est-ce que vous conservez celle de représentant de l'aile gauche, Benoît Hamon? Elle ne me gêne pas. Elle ne vous gêne pas. Alors, Karine Perret de l'AFP va vous interroger sur votre ligne et votre accord sur la ligne qui a été fixée l'autre jour par François Hollande. Une social-démocratie assumée avec des réformes qui passent mal à gauche. Et si le chef de l'État remaniait, non pas Bercy, mais sa majorité, scénario de politique fiction signé Mathilde Bélanger. Je suis socialiste. Ai-je besoin de me dire social-démocrate? Est-ce que ce serait mieux d'être social-démocrate? Il se trouve que j'ai dirigé pendant des années le Parti socialiste. Je ne l'ai pas appelé le Parti social-démocrate. François Hollande n'aime pas se qualifier ainsi et pourtant, depuis quelques mois, la ligne du président laisse de moins en moins place au doute. Rigueur budgétaire, pacte de compétitivité, main tendue au patronat, une ligne qu'une partie du PS voudrait le voir davantage assumer. Nous sommes aujourd'hui au gouvernement, avec nos ministres et au Parlement, pour la majorité, des sociaux-démocrates sur la méthode. La méthode qui est celle de mettre le capital au service de la société et de nos citoyens et non pas d'être soumis au marché. À la gauche du PS, en revanche, la pilule a plus de mal à passer. Le mois